Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, Les Nouveaux Décideurs, en partenariat avec Dentsu et NPA Conseil. Nous avons le plaisir de lancer cette émission en compagnie de deux jeunes femmes, deux décideuses qui vont faire l'actualité économique de ce pays et peut-être même au-delà. En l'occurrence, Marie Eklund. Bonjour. Marie, merci d'être là. Et Marie Vorgan. Bonjour Marie. Bonjour. Marie Vorgan Le Barzik. Merci de nous accompagner pour cette première. On avait choisi d'inviter des décideuses, en effet, pour ne pas rester entre hommes, jamais sans elles. C'est un cri de ralliement maintenant. On va décliner ensemble toute cette émission consacrée à cette économie en train de se construire, en tout cas celle qui regarde vers demain. Et on commence tout de suite par une première rubrique qui regarde vers le passé. Donc, nous sommes en compagnie également de Benjamin Grange et de Philippe Bailly. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Une émission durant laquelle vous allez nous accompagner au cours de ces mois, de ces semaines, pour justement nous faire découvrir avec vos expertises, vos spécialisations, vos spécialités et votre regard acéré sur ce qui se passe. Donc, on commence cette première rubrique avec ce petit clin d'œil, Rewind. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours des dernières semaines? Philippe, on commence avec vous. Vous auriez même pu dire Go, puisque ce qui m'a marqué, c'est la victoire du robot AlphaGo contre le champion d'Europe du jeu de Go. Trois choses que j'en ai retenues. La première, les progressions de l'intelligence artificielle. Il y a 20 ans, quand Deep Blue avait battu Kasparov, il était venu à bout de 10 puissance 120 possibilités de jeu. Là, avec le jeu de Go, on est à 10 puissance 170. On ne va pas vous demander la règle aujourd'hui, parce que c'est un peu plus complexe que les échecs. C'est un petit peu compliqué. Donc, première chose, des progrès de l'intelligence artificielle. Deuxième chose, il y a 20 ans, c'est IBM qui avait construit Deep Blue. Cette fois, c'est Google qui a construit AlphaGo. Ça parle et ça témoigne de l'évolution de l'économie. Et puis la troisième chose, malgré tout, c'est un souvenir que j'ai rapporté du CES, qu'on va voir, je pense, à l'image. C'est une photo d'un article paru sur Pepper. Pepper, le robot conçu par Aldebaran, racheté ensuite par SoftBank. Et c'est à la fois dans cette photo les progrès et puis les limites. Pepper comprend 70 à 80% du langage naturel. C'est colossal, c'est considérable. En même temps, c'est bien la limite parce que les 20 ou 30% manquants, c'est ça aussi qui fait la différence entre quelque chose de totalement performant. Ce qui est vrai de l'intelligence naturelle, c'est vrai plus globalement des robots dans leur capacité à répéter des scénarios connus, des tâches programmées, mais encore un manque de leur côté en termes de synthèse ou de créativité, tout simplement. C'est ce qui nous sauvera sans doute demain. Alors, Marie, est-ce que vous êtes des joueuses de Go? Non. Sur ces progrès de l'intelligence artificielle, on rappelle, vous êtes au cœur de l'écosystème numérique. Il y a des acteurs en France là, qui sont en train de travailler dessus et qui vous impressionnent? Sur l'intelligence artificielle, il y a une société qui s'appelle Snips, qui est dirigée par Andindi et qui fait de très jolies choses sur cette idée avec une approche qui est très européenne dans son ADN, puisqu'il s'intéresse beaucoup à cette idée aussi qu'il faut que ce soit qu'on gère la vie privée au quotidien. Mais quand Philippe dit qu'on va être sauvé parce qu'il nous reste 30% pour l'instant encore de delta avec l'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez que cette robotisation de l'intelligence va nous dépasser, va nous submerger, comme l'annonce Kurzweil chez Google? Écoute, je pense qu'une des particularités de l'être humain, peut-être ce qui le différencie au-delà de la créativité, c'est son adaptabilité. C'est le fait avec un contexte, un environnement qui évolue, de retrouver une place qui est une place pas forcément de confort, mais en tout cas une place d'existence. Donc je serais plus... De manière générale, il y a aussi un grand sujet qui est pour contrôler, c'est de se mettre nous-mêmes les limites de ce qu'on veut faire avec cette puissance, tant qu'effectivement on la contrôle. Et je trouve qu'il y a une dimension qui est assez peu étudiée, qui est toute la dimension éthique, qui est de à quel point est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on veut faire de cette intelligence, où est-ce qu'on s'arrête. Et ça, c'est un des sujets qui est que le numérique, c'est extrêmement bien qu'il progresse d'un point de vue technologique et scientifique, mais il faut aussi que la pensée autour du numérique, de ce que ça amène dans la vie, dans la société, dans l'économie, progresse au même rythme. Et je trouve qu'on a un déficit à ce niveau-là. Ouais, il y a beaucoup c'est un gros chantier. On pourrait faire une émission sur l'intelligence artificielle. On va voir le rewind de Benjamin
Benjamin. Benjamin, qu'est-ce que vous nous avez sélectionné cette semaine? Alors, on sort d'une semaine qui a été marquée par les taxis. Ou tout au moins, on aurait pu dire qu'on sort d'une semaine où c'est les modèles numériques qui viennent challenger les rentes de situation ou les professions réglementées. Alors, je ne vais pas revenir cette semaine sur les taxis, mais sur une autre profession réglementée qui est celle des médecins. En revenant sur une start-up anglaise qui s'appelle Push Doctor, que vous connaissez peut-être, qui, alors si on peut voir la vidéo, qui en fait propose des consultations en ligne. Donc on a la possibilité de réserver en ligne sa consultation, on a là accès à une liste de médecins. Et par webcam, ils viennent... Voilà, la consultation se fait très naturellement par Skype. S'il y a prescription, évidemment, on peut la récupérer en ligne. Et à la manière d'une course, en taxi, eh bien, on va noter le médecin sur différents critères. L'ubérisation de la médecine. Voilà, c'est l'ubérisation de la médecine. Alors, on a un peu l'équivalent en France avec une start-up qui s'appelle Medoctor.com, qui va évidemment moins loin puisque la réglementation est beaucoup plus contraignante. Et en fait, la question que ça soulève, c'est est-ce qu'on va assister, toute proportion gardée, à une ubérisation finalement par la technologie de la médecine, comme on l'a vu sur les taxis ou d'autres professions réglementées. Alors, Marie, votre pari, votre sentiment? Alors, moi, le mot ubérisation, je commence à le trouver vraiment fatigant. Il est en plus très... galvaudé? Oui, puis au-delà de galvaudé, je pense que plus personne ne sait très bien ce que veut dire ubérisation, Alors, de fait. Ces consultations à distance ou cette digitalisation de la médecine? Pour moi, ça ne fait aucun doute sur le fait qu'il y a une forme... que ce métier-là va évoluer avec la façon dont le numérique peut permettre de faciliter l'accès à la médecine. Et vous le voyez déjà, il y a des startups dans... Sur tous les sujets en plus, il y a la médecine. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'utilisation des données pour avoir une médecine qui soit complètement personnalisée. On peut se dire que les mêmes médicaments ne soigneront pas tout le monde de la même manière et qu'on peut avoir un ciblage médicamenteux. Il y a Onestica, qui est l'un des fondateurs de Criteo, qui a fait beaucoup de choses aussi de comment est-ce qu'on peut arriver, ne serait-ce qu'en mutualisant les données à un seul endroit pour un patient unique, d'arriver à avoir une meilleure visibilité sur son parcours, etc. Mais moi, j'irais plus loin. Je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'à périmètre constant de connaissances scientifiques, ce qu'on peut faire uniquement avec de la connectivité et de l'analyse de données rend un meilleur service et on en a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas, à court terme au moins, un vrai sujet entre des applis qui sont effectivement de plus en plus puissantes dans leur capacité d'analyse, de collecte et d'analyse des données, et puis le corps médical, en règle générale, que ce soit libéral ou hospitalier, dans sa capacité à se saisir de ces données, à les utiliser et à les intégrer à du diagnostic ou du traitement. Oui, mais là, on est sur un enjeu de transformation d'une industrie, d'un secteur, d'un métier qui va se faire... Il y aura les mêmes résistances, les mêmes réticences que les taxis, sans doute. La résistance au changement, elle n'est pas liée au numérique. La résistance au changement, elle est liée à l'homme. La différence avec l'intelligence artificielle. On aura bouclé la boucle quand ce sera des intelligences artificielles qui donneront les consultations à distance. Mais peut-être que l'intérêt étant plus axé sur la santé publique, une meilleure répartition, un meilleur adressage, une évolution de la capacité à soigner les gens, peut-être qu'on peut imaginer que ça sera avec moins de douleur et une compréhension des enjeux et des intérêts. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où il y a des déserts médicaux, où les hôpitaux jouent le rôle de la médecine de proximité, où c'est complètement inefficace. Donc si on arrive grâce à une première couche de consultation à distance, grâce à la mise en place d'équivalents de dossiers médicaux personnalisés, mutualisés, le fameux DMB qui n'est jamais sorti, à faire avancer les choses, moi je trouve ça extrêmement vertueux. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette rubrique Rewind. On va passer à vos portraits. C'est moi qui fais le tien. Alors, Pixel, c'est le nom de cette séquence qui commence et ce sont nos deux amis Philippe et Benjamin qui vont vous décrire. Benjamin, qui présentez-vous? Alors, on commence par Marie Vorgan. Alors, il y a un article de Girls in Tech le 11 janvier dernier qui disait de vous que vous étiez l'une des femmes à suivre en 2016. Alors, après, derrière, quand on va regarder tout ce qu'on dit de vous sur le numérique, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Twitter,
on s'aperçoit que toutes vos publications sont très professionnelles, liées évidemment au NUMA que vous présidez, et liées aussi à la vie du NUMA ou dans le NUMA ou des startups du NUMA. Vous voudriez des choses plus personnelles, plus croustillantes? Voilà, la question que ça pose, c'est est-ce que évidemment c'est une stratégie de dire voilà, je reste que sur cette image extrêmement professionnelle, ou est-ce que derrière vous n'avez pas envie de montrer votre motivation, ou qu'est-ce qui fait que vous faites le NUMA et vous présidez à son succès? Bon, déjà, c'est pas une stratégie. Je pense que c'est plus ce serait plus de l'ordre de la phobie que de la stratégie. Si on voulait mettre un mot en i. Et je pense que je suis d'un caractère à la fois probablement volontaire, mais aussi très effacé. Et je m'attache beaucoup plus dans la façon dont je travaille, à faire en sorte, je travaille toujours au bénéfice du projet, à faire en sorte que les gens autour de moi se développent, existent. J'ai pour principe de recruter que des gens bien meilleurs que moi, considérant que c'est très facile. Donc je pense que c'est à la fois une force et un défaut. En tout cas, c'est un trait de caractère particulier dont je suis parvenue à faire en sorte qu'il ne m'handicape pas dans mes ambitions et mes visions et l'exécution de mes actions. Voilà donc la réponse. Philippe, vous nous présentez l'autre Marie. Alors, du point de vue de la discrétion, on est à peu près à parité. 3 points que j'ai remarqués et notés. D'abord, on parle de numérique, mais c'est totale maîtrise du référencement numérique. Quand on tape Marie Eklund sur Google, on a lien 1 vers le profil Twitter, lien 2 vers le profil LinkedIn, lien 3 vers la bio en tant que membre du Conseil national du numérique, lien 4... un lien vers un papier de la Tribune qui parle justement du risque maîtrisé. Donc là, en l'espèce, ça l'est totalement. Quand on regarde sur Twitter, alors avec une petite curiosité quand même, sur laquelle je vous demanderai peut-être une explication, Marie Eklund sur Twitter s'appelle Bibi Chéri. Donc pourquoi Bibi Chéri? En tout cas, la réponse. C'est 900 tweets en 9 ans. Un tous les 3 jours, on ne peut pas dire que c'est un débordement d'activité. Par contre, 7000 followers, donc belle attractivité, un beau ratio nombre recrutement, nombre et volume d'expression. Et puis un dernier mot sur LinkedIn, où on apprend qu'à part avoir commencé dans la banque d'affaires chez JP Morgan, puis au Crédit Agricole, on voit aussi une liste assez impressionnante de startups, qui pour beaucoup ne sont plus des startups, elles sont bien au-delà, dont vous avez été ou dont vous êtes board member, donc Criteo, Parrot, Tits, Icon, All My Apps, Yplay, Scoop, j'espère que j'en oublie pas. Beaucoup de médailles. Marie, Bibi Chéri? C'est bien, non? Tout le monde s'en rappelle. Non, mais c'est difficile de trouver un pseudo sur Twitter parfois. Ah non, mais en fait, l'histoire est très simple. C'est que je me suis inscrite sur Twitter en 2007, donc vraiment il y a fort longtemps. Et j'avais pas du tout idée de ce que ça allait devenir. Et j'aurais pas parié sur ce que ça allait devenir non plus, d'un point de vue à la fois utilisation et puis... Bon, on peut... donc du coup, quand finalement j'ai commencé à m'en servir, c'était bien des années après, réellement. Ouais. Je me suis posé, qui était le moment où je suis devenue coprésidente de France Digital, je me suis posé la question, est-ce que je dois changer d'alias ou pas? Et puis je me suis dit non, comme ça, je me rappellerai toujours cette humilité du capital risqueur qui est que finalement, on ne sait pas prédire le futur. Et voilà. Au début, Bibi Chéri, c'était juste comme ça? C'était parce que sur eBay, notre alias, parce que c'était l'alias commun avec mon mari, on avait essayé Chéri Bibi, il n'y avait pas, on a fait Bibi Chéri, quoi. Voilà, donc il n'y a pas d'histoire terrible, mais le jour où j'ai décidé vraiment de le garder ad vitam aeternam, le jour où l'Élysée a tweeté Bibi Chéri à déjeuner avec François Hollande, avec François Hollande, je me suis dit c'est bon, je garde. Dans la postérité. Voilà. Twitter, juste une parenthèse, beaucoup annoncent sa mort. Il y avait encore un article du New Yorker, sa capitalisation boursière a fondu de moitié en 3 mois. Vous en servez toujours, vous, de Twitter? C'est un outil qui vous apporte quelque chose professionnellement? Moi, je me sers beaucoup plus de Twitter que de Facebook, même si aujourd'hui, je vois que la tendance s'est inversée autour de mes contacts parce que j'avais beaucoup de mal à faire à la fois vie perso, vie pro. Et que du coup, Twitter, c'était extrêmement délimité en vie professionnelle et donc c'était mon instrument de communication professionnelle.
Mais effectivement, là, je vois que ça s'inverse. J'ai beaucoup plus d'amis Facebook maintenant qui sont des connaissances professionnelles que d'amis perso. Facebook est en train Donc, d'asphyxier Twitter, on a l'impression. Ouais, il y a ça. En tout cas, le positionnement est beaucoup moins clair. C'était beaucoup plus clair avant, la différence entre les deux. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet de stratégie? C'est-à-dire que les dirigeants successifs de Twitter, petit 1, continuent à se revendiquer comme réseau grand public, alors qu'aujourd'hui, plutôt que de jouer simplement une carte à la LinkedIn, réseau des VIP, entre guillemets, que ce soit des personnalités, des journalistes ou des patrons d'industrie. Et puis avec par ailleurs, dans les lancements de produits dans l'année qui s'est écoulée, des lancements qui sont faits à peu près systématiquement au nom de l'efficacité publicitaire, alors au moins espéré, plutôt que de l'expérience utilisateur. Donc est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement perdu de vue le fait que pour qu'un réseau fonctionne, il faut d'abord des utilisateurs, quoi. Ouais, je sais pas. En tout cas, le côté... c'est, Twitter peut-il mourir, vous pensez? Ou être racheté? On parle non, de Google. il sera racheté, bien sûr. C'est ça. Ouais. Bon, on va pas faire l'émission sur Twitter. Benjamin, vous vouliez ajouter quelque chose, non? Non, peut-être que c'est l'occasion de passer à l'actualité de nos deux invités. Absolument. Vous enchaînez bien. Ça fait une transition avec notre rubrique Chit-Chat. Chit-Chat, alors, comme son nom l'indique, on a un chat à côté du player ou en dessous, c'est selon le site sur lequel vous consultez cette émission, et on vous invite bien sûr à interroger nos invités, à poser toutes vos questions, parce que c'est une émission interactive, en direct. On a une question de Marco d'ailleurs. Quelle différence selon vous existe-t-il entre un investisseur et un entrepreneur? C'est peut-être pour Marie, ça. Marie Cland. La différence entre un investisseur et un entrepreneur. Vous devenez en tant qu'investisseur. Voilà, moi maintenant je suis un peu mixte puisque je suis en train de lancer mon propre fonds et Daphne. Et donc, vous avez travaillé chez Elaya, vous êtes à l'origine de Criteo notamment. Donc grosse success story. C'est difficile de quitter un fonds pour en lancer un autre. Ceci dit, si je reviens à cette idée-là de la différence entrepreneur-investisseur, je vais juste axer sur un point qui est que quand on est investisseur et qu'on prend une décision d'investissement, on ne peut pas en changer. Alors que quand on est entrepreneur, on doit changer tout le temps presque. On doit changer tout le temps. C'est-à-dire que la décision d'investir dans une start-up a des conséquences. Enfin, quand on gère un fonds, on en prend une vingtaine sur un fonds entre 20 et 30, quoi, je dirais. Et ces décisions-là, on ne peut jamais revenir dessus. On peut les amoindrir en disant on ne va pas refinancer, etc. Mais c'est souvent pour ça que les investisseurs mettent plus de temps à décider. C'est parce que ces décisions-là sont plus lourdes qu'un entrepreneur qui peut et qui a besoin d'être agile. Marie Morgan, sur cette question, est-ce que vous êtes un peu entre les deux, accélérateur, Numa? Non, moi je pense que, de manière générale, une décision stratégique, elle va impacter fortement l'entreprise dans dans sa direction. Donc, comme tu vois, la mission première d'un investisseur, effectivement, en tout cas une de ses missions, c'est d'investir. Donc, effectivement, on t'en fait 20. Si on devait considérer qu'une entreprise, de la vie d'une entreprise se résume à 20 décisions stratégiques, ces décisions stratégiques-là, on ne peut pas revenir dessus non plus. Donc, Puis peut-être avec un autre modulo quand même, c'est quand on est investisseur, on gère la répartition du risque, ce qui rejoint ce que vous disiez, Marie Morgan. Quand on est entrepreneur, à un moment, si on prend mal le virage, on peut prendre le mur. Et là, pour le coup, c'est sans force de rappel. On prend moins de décisions en tant qu'investisseur. Puisqu'à partir du moment où on a finalement confié les rênes à quelqu'un, les seules décisions que peut réellement prendre un investisseur, c'est de confier finalement, en tout cas un bout du patrimoine qui lui a été géré, qui lui a été confié à quelqu'un d'autre, parce que c'est les entrepreneurs qui sont vraiment aux manettes, et puis en participant au conseil d'administration, les décisions les plus importantes qu'on prend, c'est à la fois effectivement d'influer en apportant sa connaissance, mais surtout de décider, c'est toujours la bonne personne qui est à la tête de l'entreprise. Benjamin. Alors il y a une question qui me vient, c'est comment devient-on investisseur? Puisque finalement c'est un métier qui prépare à la prise de décision, peut-être avec des décisions plus lourdes, telles que vous l'évoquez, que quand on est entrepreneur. Est-ce que on est investisseur dans l'idée? Est-ce qu'on devient investisseur? Vous vouliez être investisseur? Alors, je pense qu'il y a assez peu de cas généraux.
en tout cas, il n'y a pas de cas général de ça. C'est-à-dire que tous les investisseurs que je connais, ils sont un peu arrivés à ce métier-là par hasard. Il faut avoir été entrepreneur pour investir chez d'autres entrepreneurs ou pas forcément? Ah, il y a un grand débat là-dessus. Il y a un grand débat. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont vous dire, pour vraiment comprendre et connecter avec un entrepreneur, il faut avoir été dans ses chaussures et pour pouvoir vraiment le conseiller. Et il y en a d'autres qui disent, justement, quand on a été entrepreneur, on n'a pas la bonne distance par rapport à un entrepreneur, puisqu'on va vouloir faire les choses à sa place. On ne va pas pouvoir accepter le fait d'être en confiance, en distance et de Philippe. Il y a peut-être une question qui s'adresse à l'une comme l'autre depuis vos regards et vos points de perspective respectifs. C'est le niveau de soutien ou à apporter, jusqu'où doit-il y avoir implication aux côtés de l'entrepreneur, vous quand vous avez investi de l'argent, vous en qualité d'accélérateur. Alors, on ne sait pas toujours très bien entre incubateur, accélérateur, juste une définition peut-être, Marie. De ce qu'est Numa ou de ce qu'est un accélérateur Numa, si vous voulez, profitez-en. Alors, non, donc Numa qui rentre effectivement dans la catégorie pour une partie de son activité des accélérateurs. Un accélérateur, c'est un programme qui vise à donner les meilleurs moyens à des startups dans des phases très amont de se développer et de faire grandir leur projet. Avec un ticket, avec un investissement ou pas forcément? Oui, c'est un montant qui est prédéfini, sans prise en compte. Qui est de combien chez Numa? Qui est de 25 000 euros. 25 000 euros. Et alors, donc, pour revenir sur la question de Philippe, quelle est la bonne distance entre l'accélérateur et l'investisseur vis-à-vis de l'entrepreneur? Bonne distance, si ça pouvait se mesurer en centimètres ou en kilomètres, ce serait plus facile, on la fixerait comme ça, voilà. Si on se dit que d'une manière ou d'une autre, nos missions, c'est de créer, de leur donner l'autonomie suffisante, les moyens de se développer, je pense que la bonne distance, c'est celle-là. C'est-à-dire, c'est de dire, il faut... et les cas sont très différents selon les entrepreneurs. Donc, il ne s'agit surtout pas effectivement de faire à la place, mais plutôt de garantir que les équipes ont en interne ou alors de les aider à trouver en externe ou d'une manière ou d'une autre les ressources, les skills qui sont nécessaires à construire un projet très ambitieux et réussite. Benjamin? L'une et l'autre, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de gérer des entrepreneurs ou d'incuber ou des participations avec des entrepreneurs de la génération Y ou Z? Ah non. Bon, voilà. Non. C'est ce qui fait une des particularités fortes de cette, je ne sais pas si c'est de cette génération, en tout cas des jeunes gens avec lesquels on est amené, Marie comme moi, je pense, à travailler, c'est qu'ils sont extrêmement brillants, extrêmement rapides, extrêmement visionnaires, donc un niveau d'intelligence, de performance qui est remarquable et qui rend au contraire très dynamique, avec une capacité de remise en question et de mouvement permanent. Peut-être pour prolonger la question de Benjamin, en même temps, vous, Marie Vorgan, mais encore plus quand on est fonds d'investissement, Marie, on a forcément un œil sur les finances, donc sur une forme de rationalité des comptes d'un côté, et de l'autre, on a des entrepreneurs qui, petit 1, par nature, sont persuadés de leur intuition, qui ensuite vont peut-être davantage raisonner en termes de création d'usage et en supposant que si l'usage est créé, le modèle économique finira à un moment ou un autre par arriver. Est-ce que c'est pas là où il y a parfois quand même des frictions ou des difficultés de compréhension? Alors, les frictions, il faut le plus possible vérifier qu'on est aligné au démarrage. Nous, on est sur un métier d'alignement d'intérêts et de vision. C'est-à-dire que l'une des décisions on ne prend pas des bonnes ou mauvaises décisions d'investissement. C'est-à-dire que quand on regarde un fonds comme Bessemer Venture Partners, qui est un fonds le plus vieux fonds américain, il a un truc super, c'est un anti-portfolio. C'est toutes les super boîtes qu'il a vues passer et qu'il n'a pas faites en expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas investi. Donc il y a Apple, il y a Google, il y a eBay, il y a quand même un certain nombre de jolies sociétés. Mais quand on investit, ce qui est important, c'est de vérifier que déjà l'équipe fondatrice veut aller au même endroit, parce que ce n'est pas toujours le cas.
qu'ils ont un cap et qu'ils savent exactement comment ils franchissent la première étape. Le reste, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on va essayer de faire pour franchir la première étape, ça doit être relativement clair. Il faut que nous, on soit, en tout cas, et notamment les gens qui participeront au conseil d'administration et dans l'échange avec les fondateurs, persuadés du fait que ça vaut le coup de le tenter, ce truc-là. Qu'il y ait aussi une bonne relation de confiance avec l'équipe. Parce que on n'a pas du tout les commandes. Donc le but du jeu, c'est d'être dans un modèle de communication qui fonctionne, un board qui fonctionne, qui prend des décisions, et c'est ça qui est important. Et après qu'on aligne les intérêts. C'est pour ça qu'on fait extrêmement attention à la table de capitalisation, parce que ce qu'on veut, c'est que toutes les personnes clés de l'entreprise aient un seul intérêt qui soit aligné avec le nôtre, c'est de faire grandir l'entreprise et que ça se ressente dans la valeur de l'action. Est-ce que... Pardon. Non, mais donc, du coup, pour répondre à la question, nous, quand on regarde cette idée de création d'usage versus rentabilité, c'est souvent un débat entre le modèle américain et le modèle européen. C'est-à-dire qu'on reproche aux Européens d'être trop centrés sur la profitabilité, ce qui fait qu'on crée des petites boîtes, mais c'est aussi lié à notre histoire qui est que souvent on se finance par de la dette en Europe. Alors que les États-Unis, ils sont focusés, enfin ils regardent vraiment la croissance. Et ils sont financés par la bourse. C'est d'abord l'usage et puis après on voit pour la monétisation. Est-ce que vous travaillez de plus en plus, on voit beaucoup d'accélérateurs, d'incubateurs se développer. Est-ce que c'est le passage obligé maintenant pour être financé, ou est-ce qu'on peut encore se développer en dehors de ces circuits qui sont de plus en plus balisés, de plus en plus jeunes en fait dans la vie d'une entreprise? Ah non, il y a plein de circuits alternatifs. Maintenant, il y a les Kickstarter, il y a plein de... Mais est-ce qu'il faut passer par sous ces fourches codines d'un concours, voilà. Ça, c'est vraiment la décision de l'entrepreneur, de considérer à un moment donné, est-ce qu'il en a besoin, est-ce qu'il en a envie, est-ce qu'il pense que ça peut lui apporter quelque chose. On a plein d'exemples d'entreprises qui sont passées par Numa sans passer par l'accélérateur et qui sont aujourd'hui des succès, donc passés par Numa en tout cas, voilà, et donc je pense en effet que je suis pas certaine qu'on aurait changé leur histoire. Il y a beaucoup plus de choix maintenant qu'il n'y avait quand moi j'ai commencé le métier il y a une quinzaine d'années. Et en fait, à l'époque, c'était pas la génération Y, c'était la crise de la quarantaine. Bon, on a encore un des espoir. Philippe, une dernière question avant d'enchaîner. Oui, simplement pour donner quand même à la conversation un tour un peu plus concret. Il y avait le CES au début du mois. Je ne sais pas si vous y avez été. En tout cas, vous en avez forcément eu les échos. Alors, on s'est beaucoup glorifié de la très forte présence française, en tout cas en nombre de sociétés. Vous, qu'est-ce que vous avez vu ou qu'est-ce que vous en avez entendu parmi les sociétés françaises présentes qui vous ait interpellé, bluffé, scotché ? Moi, je dirais que c'est vraiment des places, c'est des exercices de force et de performance. Donc, ce que j'en ai entendu, moi, j'y étais pas. Je sais pas si tu y étais. Moi, j'y étais. Bon, tu seras plus concrète que moi, mais c'est le fait de dire, ça y est, la France est devenue incontournable. Voilà. Donc il y a beaucoup de com dans la posture. Exactement. Et du coup, est-ce que c'est vrai derrière? Est-ce que la France est aussi incontournable qu'on aime bien le croire? Je dirais que dans les objets connectés, on a vraiment une carte à jouer. C'est-à-dire que à la fois parce qu'on a toujours été très bon dans tout ce qui était logiciel embarqué, tout ce lié au télécom, dans le fait qu'on soit bon en design et dans le fait qu'il y ait cette histoire historique d'industrialisation, que ce qui est intéressant, c'est de construire un écosystème. Oui, alors précisément, pour rebondir sur un cas d'école, mais dont je crains qu'il se reproduise dans d'autres segments, celui des drones. Parrot a ouvert le marché, ou en tout cas a été un des premiers à y rentrer. Le CES était bourré de drones de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les usages, etc. Même une voiture drone. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il n'y a pas une espèce de risque de marginalisation? En tout cas, est-ce que les startups françaises, qui souvent ont l'idée, mais faute d'avoir grandi assez vite, finissent par être rattrapées, copiées, c'est notre job de faire en sorte que ça se passe. Ou peut-être pour prolonger la question de Philippe, c'est faute de carburant, parce qu'il faut être capable derrière de les accompagner à la vitesse de leur croissance. Absolument. Parrot a levé en bourse 300 millions d'euros il y a quelques mois, un mois et demi, 2 mois, alors que le concurrent chinois, effectivement, DJI, avait précédé la levée. Voilà, exactement. Mais effectivement, notre enjeu, et qui est un enjeu européen, qui n'est pas uniquement un enjeu français, c'est est-ce qu'on peut arriver à créer non pas des boîtes qui valent 1 milliard, mais des boîtes qui valent 10, 20, 30, 40, 50 milliards. Des super licornes. Bah oui.
Une dernière question à propos d'argent. Vous êtes en train de boucler votre financement, enfin le fonds Daphné. Voilà. Du bois et de la peau de singe. Si vous avez un carnet de chèques, messieurs, à cette occasion, il y a encore temps. Il faut qu'on parle. Quand est-ce que ça devrait être officialisé? J'espère d'ici quelques mois. Quelques mois. Voilà. Et pour un montant? On verra la cible. La cible, c'est un peu plus d'une centaine de millions d'euros. On verra ce que Donc ça un donne. fonds d'amorçage avec une spécialité Alors, d'investissement, une early thématique. stage. Et en fait, on va essayer justement de travailler les forces européennes. On a fait un travail interne d'analyse entre qu'est-ce qui fait les forces des startups américaines, qui est lié, comme c'est une économie d'usage, en fait, à l'ADN des sociétés. Et quel est vraiment l'ADN des sociétés européennes. Donc, si ça vous intéresse, je peux vous en dire plus, mais je vais prendre un peu de temps. Mais juste d'un mot, parce que oui, ça nous intéresse. En fait, on se rend compte qu'en Europe, il y a 3 grands piliers sociétaux. Le premier, c'est compense collectif. Ça se voit dans la qualité des infrastructures, ce soit transport, télécom, énergie. Dans le fait que quand on raisonne éducation, santé, assurance, finance, on raisonne de manière inclusive pour tout le monde, ou dans le fait que l'économie collaborative est beaucoup plus utilisée en Europe qu'ailleurs. Donc le collectif, premier pilier. Le collectif, deuxième pilier, la qualité de vie. Le fait qu'on recherche des équilibres qui sont beaucoup plus poussés entre vie personnelle et vie professionnelle et qui développent des industries comme le tourisme, la gastronomie, la culture. Un sentiment exacerbé autour de la vie privée ou du bien-être. Et le dernier grand pilier qui est l'inventivité, avec évidemment un savoir-faire créatif, la mode, le luxe, mais aussi justement un savoir-faire d'ingénieur, une tradition d'ingénieur, d'inventeur. Et donc c'est ça un peu c'est ça, Daphné, les 3 piliers. En fait, les 3 piliers de Daphné, l'ADN. Numa aussi, vous avez levé de l'argent récemment, 5 millions. Ça a été compliqué de financer cet accélérateur. On trouve de l'argent facilement? Il y a de l'argent. Ça a pris plus de temps que prévu parce qu'en fait, on a le sentiment aussi pour vous, Marie, que voilà, malgré toutes vos faits de gloire, c'est plus compliqué. Toutes les preuves que vous aviez l'une et l'autre à vos actifs, c'est compliqué encore. Ce que disait Marie tout à l'heure sur l'alignement des intérêts dans une entreprise, et notamment quand des actionnaires rentrent dans cette entreprise, c'est juste, et c'est tellement juste que quand on cherche de l'argent et des investisseurs, quand on cherche de l'argent, on cherche avant tout des investisseurs, c'est-à-dire des gens qui vont rentrer dans la société et qui vont avec vous participer à des décisions, à la vie de l'entreprise dont on sait qu'elle n'est pas linéaire. Donc l'histoire d'une levée de fonds, c'est l'histoire de rencontres qui se font. Donc c'est forcément un tout petit peu plus long que l'histoire qu'on écrit au départ. Mais aujourd'hui, on est... La course à la vitesse, le temps presse aussi pour cette émission. Et c'est pour ça qu'on va aller de l'avant avec la dernière rubrique, Forward. Forward, on va commencer avec Benjamin. Qu'est-ce que vous avez sur le radar pour les semaines qui viennent? Alors sur le radar, c'est peut-être revenir sur une tendance qui est en tout cas donnée comme telle pour 2016. C'est comment les entreprises et les technologies peuvent aider les gens à devenir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils aimeraient être. Et donc, par là même, revenir sur une illustration un peu amusante d'une application, alors je ne sais pas si on peut la voir derrière, qui s'appelle le IQQ, qui est une application c'est la boîte à coucou de alors, Johnny, voilà, coucou. C'est assez basique. À la base, c'est une application de réveil. Voilà, c'est une application de réveil. Ah, c'est un réveil. Voilà, sauf que vous savez, sur un réveil, vous avez une application vous avez un bouton pour arrêter la sonnerie et se rendormir. Voilà, et s'endormir. En tout cas, il y a une répétition au bout de 6 à 7 minutes. Et bien, chaque fois que vous appuyez là-dessus, il se trouve que ça donne 1 euro de votre poche à une association caritative de votre choix. Ce qui en fait vous aide finalement à vous réveiller du premier à ne pas procrastiner. Voilà, d'être paresseux. Ou au contraire, si on est généreux, on peut rester... et donc c'est une tendance qu'on on achète son droit à la paresse. On achète son droit à la paresse. Alors il y a même plus que ça, c'est qu'il y a une chaîne de supermarchés suédoises qui s'appelle ICA, qui propose finalement des coupons de réduction en fonction, à ses clients qui justifient avoir fait du sport. Donc il y a une application pour pouvoir justifier que voilà, ils ont fait du sport, etc. Et donc en fonction du niveau de sport, eh bien ils ont plus ou moins de coupons de réduction. Pour aller acheter après des burgers ou autre chose. Tout ce que vous voulez. Ça vous inspire ça, Aïe Coucou? Vous êtes prête? Moi ça m'inspire énormément. On a mis en place au bureau le fait qu'à partir de 3 minutes de retard à une réunion, on paye 1 euro par minute. Ah, c'est pas mal. Les gens qui sont en retard.
Et voilà. Et à la fin, ça fait une belle cagnotte pour se faire un dîner à la fin. Marie, Andreessen Horowitz fait ça aussi quand on est en Ah retard oui. avec les entrepreneurs, pour montrer Ouais. à quel point c'est l'entrepreneur qui est vraiment le plus important à chaque fois qu'il y a un investisseur Moi, à je la connaissais bourre. la boîte à Pigou, c'est-à-dire dans les rédactions, quand on dit un gros mot ou on se trompe, c'était 1 euro aussi. Philippe, vous regardez quoi dans les semaines qui viennent? Eh ben, moi, je vais regarder dimanche soir le Super Bowl. Diffusé en Sur France Internet, en clair. Non, diffusé en France en clair sur W9. Pendant la nuit, généralement, ça attire 250 000 à 300 000 noctambules. Non, plus sérieusement, le Super Bowl, parce que c'est le moment dans l'année où tous ceux qui aiment dire qu'ils détestent la pub font une trêve le temps du match, parce que de fait, il y a des spots et des films absolument formidables qui sont produits spécialement pour l'événement et à grand renfort de moyens. Donc un petit côté back to basics qui de temps en temps Le spot de fait 30 pas de mal. secondes. Hein. C'est souvent plutôt des films d'1 minute, Ouais. voire 2 minutes. Et puis l'autre aspect, ce sont les dispositifs numériques autour du Super Bowl qui d'année en année gagnent en inventivité, en créativité. Et donc voilà, Non, c'est ça, un c'est peu... européen, ça. Pardon. Ça, c'est européen, ça. C'est le mariage Mais c'est de collectif. l'ancien et des modernes. Bon, on n'a pas de fans de football américain ici, si? Non, Non? non. Non, Moi, non, j'ai moi- vu des matchs de baseball. Ouais. Ça a beaucoup, ça. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, Mais, c'est que les j'ai Patriots pas fait. ne conserveront pas leur titre parce qu'ils ont été battus. Ah, et donc en vous suivez vraiment Ah oui, donc, le Super Bowl, Ah le ouais. football américain. Benjamin, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le football... Non, Plus le football, européen. dispositif digital, oui. D'accord. Derrière. Bon, est-ce Bon. que tout le monde suit le volet, quand même? non plus. Comment ça? On a une belle équipe de France, là. C'est vrai? Ah bah Ouais, oui. Bon, on a des très belles En équipes de pétanque France, des belles équipes du numérique, et vous en êtes l'incarnation. Merci Merci. d'avoir accepté cette invitation pour cette première des Nouveaux Décideurs. Donc, on va se retrouver très régulièrement. Et je vous invite à nous suivre ici en direct ou en replay. Merci messieurs. Merci. Merci mesdames. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.